Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques personnes avec nous. Bienvenue. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Parce que visiblement, il y a un petit temps de latence. Donc, on va attendre ça. Bonjour à ceux qui m'adressent leur hello du midi via le petit module conversé. Hello everyone. Et merci d'être là avec nous. Ça commence à arriver, on va attendre encore un tout petit peu. Un peu de patience, il est midi 1. Je sais que le télétravail, Zoom et compagnie oblige à une ponctualité atroce et oppressante, mais bon, on va quand même se laisser les 2-3 minutes parisiennes. Oui, cette conférence est enregistrée, pour répondre à la personne qui demande. Mais c'est beaucoup mieux en live. Disons que si vous avez des questions, on y répondra en live, effectivement, à la fin de la conférence. Ça continue de grimper un peu, donc on attend. Midi 2. Je propose qu'on commente en 2-3 minutes, histoire de ne pas mettre en retard les ponctuels. Même si on est tous devenus très ponctuels. Allez, il est midi 3. Je propose qu'on attaque. On a dépassé le cap des 50 que je m'étais fixé là, parce que je vois le petit compteur. Je trouve ça bien. Donc, on y va, pour le coup. Bonjour à tous. Je suis ravie, pour ma part, d'être avec vous. Je suis sûre qu'il en est de même pour Sébastien. Donc, je suis Hélène Menrad, je suis CEO de l'agence Léo Burnett Paris. Sébastien, mon acolyte et vice-président, en charge de la stratégie et de la création. Donc voilà, dans la foulée, pourquoi est-ce qu'on est là? Une bonne question. Dans la foulée du Positive Talk du 15 octobre, organisé par Publicis Group, au cours duquel débattaient notamment Agathe Bousquet et Nicolas Hulot, la thématique était le rôle de la publicité dans la transition écologique. Donc nous, dans la foulée, on s'est demandé comment accompagner les nouveaux modes de consommation pour une croissance durable. Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de traiter le sujet sous cet angle-là chez Léo Burnett Paris? Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'agences, plein de points de vue différents, et puis il y a plein de réponses possibles à la question posée par le Positive Talk sur le rôle de la publicité dans la transition écologique. Donc nous, notre angle, il est motivé par une conviction qui est extrêmement forte, c'est qu'on croit en l'intelligence humaine. Le mot-clé, en fait, de cette conférence, comment accompagner les nouveaux modes de consommation pour une croissance durable, le mot-clé, c'est accompagner. On pense que les consommateurs, ils n'ont absolument pas besoin de nous. Ils ne nous ont absolument pas attendus pour faire évoluer leur mode de consommation. Ils n'ont pas attendu pour faire du compost. Ils n'ont pas attendu pour acheter bio, pour acheter plus local.
si on est un peu honnête, c'est même eux qui nous poussent, qui poussent la société et les marques et la société de consommation à évoluer. En revanche, ils sont très, très en attente des marques. Ils attendent des marques qu'elles les éclairent dans leur choix. Si on prend un exemple tout simple, 4G ou 5G, honnêtement, c'est quand même assez complexe, c'est pas toujours très simple. Des acteurs de la téléphonie, Orange, SFR, ont un rôle à jouer dans le fait d'éclairer le choix du consommateur sur le choix qu'il va faire. Ils attendent aussi des marques qu'elles construisent avec eux la consommation de demain et qu'elles inventent avec eux la consommation de demain. Ils ont plein d'envies, plein d'idées, plein d'attentes. Et c'est vrai que pour les marques, c'est une opportunité inégalée du coup, de tendre la main, de s'ouvrir et de faire des choses avec les gens. Et puis, ils attendent aussi des marques que les marques les considèrent. Alors, les considérer, quand on est un communicant, nous, on considère que ça signifie créer une communication respectueuse. C'est-à-dire une communication qui fait grandir par sa diversité, donc parce qu'elle va apporter d'émotions, de points de vue, d'humour, même au xème degré. Donc, une diversité de prise de parole et une diversité de communication. Une communication respectueuse, donc elle fait grandir par sa diversité, mais aussi elle aiguise les esprits critiques. Donc, les gens sont à même de se forger des points de vue et de faire des choix en pleine conscience, des choix complètement éclairés. Et puis, du coup, cette communication respectueuse, elle va permettre aux marques d'être choisies par les consommateurs pour effectuer cette fameuse transition écologique qu'on recherche et que la société recherche en ce moment. Donc, on pense que c'est en faisant ça qu'on va pouvoir, en tant que marque, s'assurer une croissance durable. Durable, évidemment, dans les deux sens du terme, pour votre business, et puis aussi pour la planète, puisque c'est quand même, à un moment donné, ce qui intéresse tout le monde et ce qui est sous les feux des projecteurs qui plus est. Donc, c'est grâce à l'intelligence humaine que tout ça va être possible. C'est clé et c'est au cœur de tout. Je me suis permise, donc je prends un petit papier, de noter une citation de Nicolas Hulot, qu'il a dite lors du Positive Talk du 15 octobre. « Notre intelligence est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de son propre succès. C'est le paradoxe de l'époque. » Et c'est très vrai. Et ça capitalise tout à fait sur la conviction qu'on a chez Léo Burnett Paris. Et donc, c'est à ce paradoxe-là qu'on va essayer d'apporter des solutions à travers cette étude-là. Donc, pour réaliser cette étude, on a choisi de nous appuyer sur différents outils. On a une culture assez forte de la research à l'agence. Donc, on n'a pas tout activé, ça n'aurait pas eu de sens. On est allé activer ce qui va nous servir à avoir un point de vue assez complet, un point de vue assez fin du coup de la situation et du rapport des gens au mode de consommation. Et donc, combiner ces outils-là, ils nous apportent une vue assez complète que Sébastien va partager et à qui je vais donc laisser la parole. Un tout petit point, si vous avez des questions, il y a le module soit conversé, soit questions-réponses, peut-être plus tôt, et on y apportera une réponse à la fin. Tout ça pour dire que si on ne vous répond pas en cours de conférence, on n'a pas oublié, mais du coup, ça va être beaucoup plus simple de traiter ça à la fin. Donc Sébastien, éclaire-nous sur comment accompagner les nouveaux modes de consommation pour une croissance durable. Bonjour à tous. Je vous avais dit que ça allait être plus intéressant en live, effectivement, avec le confinement. J'ai mon voisin qui a décidé de commencer à faire des travaux entre midi et 2. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais si ça vous perturbe trop, vous me dites. En tout cas, voilà, ce monde est difficile, comme je viens de vous le dire. Et la première chose, c'est cette première slide. Évidemment, elle ne vous apprendra rien, puisque vous le voyez tous les matins lorsque vous vous levez et vous lisez votre journal, que vous vous connectez à votre feed Instagram ou Twitter préféré. Vous voyez que c'est quand même pas mal de challenges, je ne vais pas dire de mauvaises nouvelles, mais en tout cas des challenges qui s'imposent à nous, entre effectivement des dimensions climatiques, avec le réchauffement climatique, le coronavirus évidemment qu'on est tous en train d'expérimenter en ce moment, cette crise-là, et aussi sociétalement, donc Black Lives Matter et d'autres, les combats féministes, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est une réalité qui s'impose, d'autant plus qu'elle en fait, elle amène les gens, les consommateurs, à changer leurs habitudes. Et aujourd'hui, on a effectivement ce chiffre qui est quand même très gros, qui est 61% des Français. Donc, ce que disait Hélène sur
la méthodologie de research, évidemment, tous ces chiffres-là sont à la France. Donc 61% des Français sont prêts à changer leur habitude d'achat pour réduire leur impact environnemental. Et environnemental, dans son sens large, évidemment, ce n'est pas que l'écologie, mais quand même beaucoup l'écologie. Il faut savoir que c'est post-Covid, c'est passé à 80%. Alors ça va se rééquilibrer, évidemment, une fois que ça sera, que tout ceci sera un peu passé. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est une réalité qui s'impose quelle que soit la génération. Et ça, dans les chiffres, en fait, ce n'est pas seulement les jeunes qui changent et qui transforment le monde. Il y a aussi, ça va jusqu'aux seniors, qui d'ailleurs sont très actifs puisqu'ils ont plus de temps et plus de moyens. Et c'est une réalité quelle que soit l'industrie. C'est-à-dire, et vous devez le vivre, vous qui êtes dans votre industrie, tous les gens se posent des questions sur comment mieux consommer, comment consommer différemment, que ce soit le dentifrice, que ce soit la food, que ce soit la voiture, que ce soit les produits cosmétiques. C'est quelque chose qui nous concerne tous professionnels qui sommes ici autour de cette table. Et en fait, pour comprendre ce changement de consommation, il faut percevoir que dans la tête du consommateur, il y a un énorme changement qui s'est opéré depuis quelques années. Et là, il faut s'imaginer le consommateur qui arrive devant l'étalage ou dans le dealership pour les voitures. Et auparavant, son choix, c'est-à-dire une fois qu'il a fait qu'il s'est dit, OK, je dois acheter par exemple un dentifrice, le choix de quel dentifrice et comment il allait acheter, en fait, se reposait essentiellement sur une dynamique de balance entre deux grands piliers qui étaient en gros la satisfaction. La satisfaction dans son sens premier, c'est à quel point le produit va satisfaire le besoin dont j'en ai. Donc on revient à et je vous invite à l'explorer si ça ne vous est pas familier, mais les Jobs to be done de Clayton Christensen, de se dire, OK, un produit que j'achète, il doit remplir un besoin, donc à quel point ce produit peut remplir ce besoin, et le coût, évidemment. C'est-à-dire, il disait, bon, OK, ça c'est le bon dentifrice pour moi, pour me blanchir les dents, etc. Est-ce qu'il n'est pas trop cher? Et donc, il y avait une espèce de balance comme ça qui se faisait, et qui lui permettait en fait de naviguer un peu tous les choix qui étaient face à lui. Ça a changé. Ça a changé de manière importante, puisque face à cet étalage-là, il a ajouté maintenant deux autres points sur lesquels il va s'appuyer pour faire des choix. Et c'est très important parce que ces points-là, avant, ils étaient faits a posteriori, c'est-à-dire qu'on avait une vision a posteriori à la fois de la santé et de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on se disait, plutôt au lifestyle, on se disait, est-ce que je mène une vie qui est bonne pour ma santé? Est-ce que je mène une vie qui est responsable par rapport à l'environnement, à l'écologie, sociétalement, etc. Mais aujourd'hui, ce sont deux points de réflexion qui sont intégrés au choix même de ce qu'on va consommer et comment on va consommer. Pour vous l'illustrer, en fait, lorsque quelqu'un arrive dans un étalage et doit choisir un dentifrice ou un paquet de chips ou un paquet de pâtes, etc., on a effectivement toujours la satisfaction et le coût, mais aussi dans la tête du consommateur, il se pose, mais est-ce que ça va être bon ou mauvais pour ma santé? Et est-ce que ça va engendrer un impact fort? Donc cette responsabilité-là, d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique. Donc c'est vraiment, on a cette espèce de, je dirais, de challenge mental face aux produits, face à ce qu'on va consommer, qui s'est élargi et qui est maintenant touche 4 dimensions et plus seulement 2 dimensions lors du choix du produit. Alors évidemment, ce choix-là, il pourrait paraître complètement délirant, complètement bloquant même, c'est-à-dire on pourrait s'imaginer se bloquer pendant des heures devant un étalage. Heureusement, on ne le fait pas puisque le produit parfait, en fait, il n'existe pas. C'est-à-dire, je vous invite à explorer, et alors c'est extrêmement rare, mais le produit parfait qui va permettre de résoudre les 4 tensions, qui va être à la fois me satisfaire, à la fois être pas trop cher, à la fois être bon pour ma santé et à la fois être responsable écologiquement, c'est extrêmement dur d'y arriver, voire même impossible. Je vous donne un exemple, l'avocat par exemple, on pourrait penser que l'avocat, voilà, c'est bon pour ma santé, ça me fait plaisir parce que voilà, je mange dans les brunchs, etc. Ça devient de plus en plus abordable, même si ça reste une option de fruits et légumes relativement chère, mais en impact environnemental, mais ça vient de l'autre côté de la planète
Donc c'est forcément, ça crée une petite tension là-dessus, voire même sociétale, puisque je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a pas mal de drug lords mexicains qui commencent voilà, à acquérir manu militari les exploitations d'avocats, tellement c'est rentable et tellement nous, voilà, Européens et Américains, on adore l'avocat et on aime le manger. Donc voilà, c'est de se dire, ce produit parfait n'existe pas, mais néanmoins, le consommateur, lorsqu'il est face à ce choix un peu draconien, il faut qu'il arrive à cet équilibre. Il faut qu'il arrive à se dire, OK, mais ce que je choisis, ce que je consomme est équilibré. Et ça vaut aussi, je vous disais, pour des voitures, pour les prêts bancaires, pour tout, c'est de se dire comment j'atteins l'équilibre. Et en fait, l'équilibre, ben, il l'atteint au panier. Et ça, c'est le petit truc que le consommateur fait naturellement, parfois même de manière inconsciente. Il se dit, ben, je vais atteindre un panier parfait plutôt que de chercher à remplir ce panier avec que des produits parfaits. Je vais regarder mon panier et me dire, est-ce que ce que j'achète de manière générale dans ma vie, en fait, atteint cet équilibre-là. Ça explique essentiellement toutes les pratiques hétérogènes en termes de gestes éco-responsables liés à la consommation. Si vous en parlez avec vos amis autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, tout le monde a son petit éco-geste ou son geste responsable, son geste aussi santé, etc. Mais c'est jamais sur les mêmes choses, c'est jamais de la même manière. Chacun cherche un petit peu son équilibre comme ça. Ce qui explique par exemple que 57% des Français déclarent manger du bio de temps en temps. Et ça, ce n'est pas forcément d'ailleurs toujours sur le même produit. Ça peut, un coup, j'achète des pâtes qui sont moins chères ou parce que j'aime bien, parce qu'elles sont, voilà, c'est des raviolis fourrés que j'aime bien. Et un coup, j'achète des pâtes bio. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer un petit équilibre. Nous, on a un chiffre qu'on aime beaucoup et qui est cet index-là, mais je vais vous l'expliquer sans vous expliquer ce qu'est cet index. Mais globalement, ça raconte que les gens qui vont faire leurs courses à vélo, ben, ils sont plus enclins à se faire plaisir ensuite dans le magasin que s'ils étaient venus en voiture. Et ça, c'est génial. C'est de se dire, voilà, le petit effort que j'ai fait de venir, d'être plus écologique, plus santé, parce que voilà, je fais un peu de sport aussi pendant que je fais vélo, ça me permet de débloquer un petit peu mes achats, alors plus compulsifs, ou en tout cas plus orientés plaisir, que je pourrais faire dans le magasin que si j'avais pris ma voiture. C'est quelque chose qui s'incarne dans la consommation, là aujourd'hui, mais c'est un phénomène qui est très connu, par exemple, du monde du sport amateur. Ça a été déjà prouvé psychologiquement que si vous faisiez du sport chez vous, si vous alliez courir, vous auriez tendance à manger plus, de manière tout à fait inconsciente. C'est un mécanisme psychologique qui est très naturel, et de se dire, ben voilà, on arrive à trouver un espèce d'équilibre comme ça pour acquérir voilà, cette consommation sereine, en fait, et de se dire, voilà, à la fois je fais attention à la santé, à la fois je ne dépense pas beaucoup, évidemment, je dépense le juste prix, à la fois je satisfais mes besoins, et à la fois je sens que j'ai une responsabilité, un impact en tout cas sur l'environnement qui est jugé responsable. Donc ça, c'est très important d'avoir ça, et de se dire qu'on va trouver, nous en tant que consommateurs, des moyens de résoudre ces tensions-là. Et après tout, quand on voit ce monsieur-là, d'ailleurs, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il a plus le droit, effectivement, d'acheter son paquet de chips que les gens qui étaient en voiture derrière? Voilà, il y a cet effort-là qui est donné et qui est fait pour atteindre cet équilibre. Le sujet de notre conférence, il est évidemment cet équilibre-là, mais aussi les moyens qui ont été déployés par les consommateurs pour se faire des raccourcis, en fait, pour arriver à cet équilibre-là. Et en fait, les consommateurs, ils ont développé des nouveaux moyens de consommation, dont vous avez déjà entendu parler, mais qu'on va développer un par un et qu'on va expliquer un peu mieux, et pour en fait arriver à atteindre cet équilibre. Donc, tous les bons coups sont permis. Tous les bons coups sont permis pour le consommateur pour résoudre toutes ces tensions-là. On en a 5 aujourd'hui que je vais vous dérouler, mais elles concernent toutes en fait des nouvelles manières de consommer, de choisir les marques que vous représentez aujourd'hui. C'est-à-dire au moment où on doit convertir, effectivement, de se dire, OK, c'est telle marque ou tel produit que je vais plutôt choisir. Et ça vient en fait s'ajouter à tous les modes de consommation que vous connaissez, que vous maîtrisez déjà. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous les expliquer, de vous montrer pourquoi est-ce que nous, on voit que ces modes de consommation se développent, mais aussi vous donner une approche concrète
avec des bonnes questions à se poser et de se dire, OK, est-ce qu'on peut, nous, en tant que marque, investir ces univers? Le premier, c'est que les gens vont de plus en plus, et on le voyait dans ce losange-là, rajouter cette réflexion-là de est-ce que je consomme, est-ce que la marque que je consomme, au final, elle me fait sentir responsable par rapport à l'environnement? Est-ce que cet acte de consommation, ce geste que j'ai de donner de l'argent à une entreprise, est-ce qu'il a un impact? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez potentiellement déjà vu tous ces chiffres-là. Mais c'est vrai que se dire qu'aujourd'hui, il y a 64%, et tous ces chiffres-là sont en croissance d'ailleurs. La dynamique, elle est plutôt aller vers le haut que de stabiliser. 64% des Français aujourd'hui se sentent concernés par l'impact des marques sur la société. Donc, on a effectivement cette photo-là derrière sur le Black Friday qui représente ce que peut être le Black Friday, c'est-à-dire une consommation à outrance et de rajouter aussi tous les objets qui vont avec la consommation, tous les déchets, etc. Donc, aujourd'hui, les gens vous attendent là-dessus et ils se sentent concernés. Et 46% des Français pensent que les marques peuvent faire plus que le gouvernement pour régler les problèmes sociétaux, c'est-à-dire qu'ils sont tellement concernés par cet impact-là. Il faut se dire que presque un Français sur deux se dit que vous, marque, aujourd'hui, vous êtes plus disposé à régler les problèmes sociétaux qu'une institution qui a été créée pour ça, le gouvernement. On a évidemment, dans ce message-là, on a deux choses. C'est une forme de défiance envers le gouvernement, qu'on ne peut pas nier, mais aussi une forme d'attente envers les marques. Et ils font pour 36%, mais comme je vous disais, ça augmente chaque année et de 10-15% chaque année. Ils attendent en fait, ils font des engagements de marque un des principaux critères de choix. Quand je dis c'était avant un critère de choix important, et ça c'est pour beaucoup de gens, là ça devient un des principaux critères de choix. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils peuvent arrêter de vous acheter parce qu'ils se sont dit, bon ok, là ça va trop loin et ça ne me va plus. Et à ça, on connecte ce chiffre-là qui est que 44% pensent aujourd'hui que les marques ne tiennent pas leurs promesses. Donc ça, c'est pour vraiment appuyer le point qu'on est passé d'un élément de communication, donc si je veux utiliser le terme un peu dur de greenwashing, ça ne marche plus, c'est-à-dire la réflexion et l'action sur la responsabilité a posteriori, elle ne marche plus, parce qu'ils ont besoin de pouvoir encore résoudre cette tension au moment de choisir et d'acheter. Donc ça, c'est très important. La meilleure manière d'y répondre en tant que marque, c'est de rentrer dans un contrat de responsabilisation. Ce contrat, dans cette expression, en fait, le mot important, c'est contrat. Ce contrat, ça veut dire que c'est entre deux parties, que c'est décidé par deux parties et qu'à l'intérieur, on met ce qui nous satisfait. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément de faire le mieux, du mieux, du mieux tout de suite. L'idée, c'est quand même d'arriver à un accord et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour se lancer ensemble sur ce chemin de la responsabilisation. Et pour ça, il y a 4 manières d'aborder les choses. La première manière, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que nous, en tant que marque, on peut montrer la voie? Est-ce qu'on peut, dans notre industrie, dans notre dimension, se dire qu'on peut être leader sur cette voie de la responsabilisation? C'est par exemple le choix qu'a fait Patagonia de manière très forte et dès le début, quand vous lisez sur ce mur de Shoreditch à Londres, cette publicité qu'ils ont posée, ils disent en fait que leur but dans la vie, leur purpose, ce n'est pas le business. Le business pour eux est un moyen d'inspirer et d'implémenter des solutions à la crise environnementale. Donc là, ils montrent la voie, ils disent, voilà, nous, on crée ce purpose-là autour de cette voie de responsabilisation. C'est évidemment une décision très forte, une décision qui n'est pas prise à la légère, mais qui peut être possible pour des marques comme Patagonia l'ont fait. La deuxième manière, qui peut être un peu moins engageante, mais qui peut être très forte, c'est de montrer l'exemple. C'est-à-dire de créer des actions qui vont essayer de montrer comment les choses peuvent changer et peuvent évoluer. C'est créer le changement au sein de votre industrie. Là, on a, par exemple, et il y en a d'autres, un Kiabi qui, cette année, a décidé d'arrêter le Black Friday et de le transformer en Good Friday avec 1% des bénéfices reversés au Restaurant du Cœur. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné le pourcentage qu'ils auraient donné en Black Friday? Bon, ça, c'est d'autres discussions, mais en tout cas, il y a déjà cette action-là de se dire, OK, nous, on veut montrer l'exemple, on veut essayer de faire évoluer et de changer les actions de notre industrie dans le bon sens, et Kiabi le fait, et d'autres le font, évidemment. Et posez-vous la question, est-ce qu'il y a des sujets, que ce soit le recyclage, que ce soit
effectivement la surconsommation, etc., sur lequel on peut montrer l'exemple. La troisième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'il faut et est-ce qu'on doit montrer patte blanche? Est-ce qu'on se dit, OK, c'est fini de cacher les choses, c'est fini de ne pas dire les choses, puisque de toute façon, le sujet va arriver sur la table, parce que les gens peuvent s'informer de plus en plus et ils sont au courant. Donc, est-ce qu'on montre patte blanche? C'est par exemple Volvic qui s'est dit, OK, d'accord, il est vrai qu'il y a une discussion en ce moment sur la bouteille d'eau. Pourquoi est-ce que boire de l'eau, ça doit être dans une bouteille en plastique? Pourquoi est-ce qu'on doit polluer? Pourquoi est-ce qu'on doit vendre de l'eau dans une bouteille? Et donc, ils sont en train de se poser et de dire on aura atteint une neutralité carbone parfaite d'ici 2025 de mémoire. Et d'ores et déjà, on est en train de passer de plus en plus à des bouteilles 100% recyclées pour montrer patte blanche, se dire voilà, OK, on admet que notre industrie, il y a des problèmes et on va essayer de les résoudre. La quatrième manière aussi, la quatrième question à se poser, c'est est-ce que vous pouvez, dans votre industrie, ce qu'on appelait montrer les dents, c'est-à-dire pas forcément un problème de l'industrie, mais un problème qui vous touche, un problème qui se connecte à vous, et de se dire est-ce que dans la société, on peut s'imposer comme leader et aller toucher en fait un domaine sociétal et ou environnemental dans lequel on a envie d'être une voix forte. C'est prendre position, évidemment, c'est toujours risqué, mais quand c'est fait de manière légitime, intelligente et j'insiste, sans s'arrêter au milieu du gué, c'est-à-dire d'y aller vraiment, ça peut être très bénéfique pour la société, évidemment, mais aussi pour le business. On voit cette campagne, évidemment, vous en avez tous entendu parler de Nike, ils ont eu un petit appel d'air juste après la campagne, évidemment, où ils ont tous dû avoir un petit peu peur, mais ensuite, les ventes de Nike ont explosé, se sont envolées, et en termes de brand love, si ça existe, en tout cas, ça a explosé aussi, parce qu'ils ont pris position. Je vous ramène aux chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, et ça correspond à la France, mais ça résonne évidemment dans le monde entier, où les gens attendent les marques au tournant sur leurs responsabilités et leurs impacts. Donc, on a effectivement déjà le faire à son niveau dans son industrie, c'est déjà bien. Sachez qu'on peut dépasser son industrie et de manière légitime, quelle que soit la marque d'ailleurs, rentrer dans des discussions de société, d'environnement pour faire changer les choses. Ça, c'est la première manière pour venir accompagner, comme le disait Hélène, venir accompagner ce nouveau mode de consommation qui est je choisis mon produit, je choisis mes marques en fonction de leur propre engagement face à la société. La deuxième manière de consommer, qui est une question que les gens se posent beaucoup, c'est comment est-ce que je réduis les déchets. Et réduire les déchets, ce n'est pas seulement réduire les déchets qui sont existants chez moi dans ma poubelle, c'est en fait ne les faire même pas rentrer chez moi. C'est-à-dire comment je peux, à la base, avoir moins de déchets et en créer moins. On voit qu'il y a 70% des Français qui déclarent avoir déjà acheté ou souhaité acheter des produits de seconde main, réparés ou recyclés. Donc là, on a vraiment toute la ligne, c'est-à-dire on a effectivement des produits qui ont déjà été recyclés ou des produits en fait qui sont d'occasion, donc qui n'auront pas, il n'y aura pas lieu d'être. La question du recyclage ne se pose même pas. On a 72% des consommateurs qui sont prêts à payer un supplément pour les marques qui sont en faveur du recyclage. Ça, c'est important. Et on voit beaucoup d'acteurs, effectivement, qui mettent en avant dans leur communication ça. C'est bien, puisque, en fait, toutes les actions que vous aurez en faveur du recyclage seront valorisées, en fait, par le consommateur. Et on a quand même un chiffre, moi, qui m'impressionnait quand je l'ai vu, c'est que 40% déjà des Français consomment des produits en vrac. Donc, ce n'est pas tous les produits, évidemment, et chacun a son produit en vrac en général. Il faut savoir que 40% des Français, déjà, se sont mis à consommer des produits en vrac, que ce soit en supermarché ou ailleurs. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Et encore, ça touche vraiment toutes les industries, puisque ça peut paraître évident pour des industries de grande consommation, mais si vous êtes dans l'automobile ou ailleurs, ça vous concerne aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment, les gens se posent la question, comment est-ce que je peux réduire, comment est-ce que je peux acheter moins, en fait, ou acheter de manière plus intelligente pour réduire mon déchet. Alors, comment faire? En fait, la première chose à faire, c'est de repenser son expérience et son produit. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous en tant que marque, c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul, prendre un peu de hauteur et de regarder votre expérience et le produit auquel vous êtes habitué, avec lequel vous vivez au quotidien, et vous poser encore
quatre grandes questions qui vont vous permettre en fait de réfléchir à justement comment est-ce que ce produit et cette expérience peut transformer l'expérience de consommation et accompagner cette volonté de réduire ces déchets. La première chose, c'est de repenser déjà son produit en soi. Donc là, on a un exemple de lessive. Est-ce que la lessive, est-ce que c'est forcément une bouteille? Est-ce que c'est forcément un liquide? Il faut savoir que la plupart de la lessive vendue dans le monde, ça reste encore des bouteilles et du liquide dans ces bouteilles-là en plastique. Mais il y a plein de startups et il y a plein même de grandes marques qui commencent à réfléchir. Est-ce qu'on peut changer la manière de faire? Est-ce que c'est obligé d'être acheté en supermarché? Est-ce qu'on peut créer des abonnements et l'envoyer directement chez soi? Est-ce qu'on peut l'envoyer comme Spring dans des boîtes en carton recyclé et en faire des dosettes qui peuvent être diluées d'ailleurs dans l'eau et transformer en lessive liquide si on a envie de continuer à faire de la lessive liquide? Il y a toute une réflexion à penser sur son produit, mais quel que soit le produit, j'ai envie de dire, c'est la même chose, on le verra tout à l'heure, de la lessive du dentifrice jusqu'au smartphone, aux voitures, etc. Sachez que si vous, en tant que marque leaduse, en tant que marque installée sur le marché, vous n'y pensez pas, il y a énormément de startups qui sont là pour y penser et pour essayer de vous titiller là-dessus. D'ailleurs, on s'en parle dans la deuxième question, c'est que si vous avez fait le tour de votre produit, la deuxième chose, c'est de repenser le packaging, en fait. Et de repenser le packaging, je vous parle de startups qui viennent titiller les grands acteurs. SodaStream, qui est quand même en pleine croissance et qui se porte très très bien, eux, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on vend? On vend de la boisson gazeuse. Et ils se sont dit, mais est-ce qu'on est obligé de vendre de la boisson gazeuse avec la bouteille en plastique, voire même avec l'eau? Non. Donc, ils ont repensé un petit peu la manière dont ils ont packagé leur offre. Et en fait, ils vendent de l'eau gazeuse, de la boisson gazeuse. Sauf que ils vendent quoi? Ils vendent du gaz et de la poudre à mettre dans votre liquide. Donc, c'est vraiment de repenser un petit peu comment est-ce qu'on package aussi votre produit. Il y a plein d'autres exemples sur, je vous parlais de boîtes en carton recyclé, je vous parlais effectivement de la transformation du produit qui parfois vient transformer aussi le packaging, je vous parlais de Volvic qui partait sur des bouteilles 100% recyclées, etc., etc. Tout ça participe en fait à cette réflexion. Un niveau un petit peu au-dessus, c'est de carrément repenser son business model. C'est de se dire, OK, je continue à vendre ce que je vends, mais est-ce que la manière dont je le vends, la manière dont je package non pas le produit, mais l'offre, est-ce qu'il y a une manière de changer les choses? Et ça, d'accompagner encore cette volonté des gens à consommer votre produit d'une manière différente. Et ça, évidemment, l'exemple qui vient et qui existe déjà depuis quelques années, mais qui se développe à une vitesse hallucinante et qui se développe d'ailleurs sur plusieurs streams de business, c'est, entre guillemets, la consommation de voitures. C'est-à-dire qu'on est sur des consommateurs qui sont de plus en plus enclins à dire qu'ils ne veulent pas forcément posséder une voiture pour la vie. Ils veulent par contre avoir l'accès à une voiture. Donc on a effectivement tout ce qui est de passer d'une location de voiture, et quand je mets location de voiture, c'est la manière aussi de louer la voiture, l'expérience de location de voiture qui devient de plus en plus facile, de plus en plus immédiate, de plus en plus vraiment dans l'expérience même de location facile à accéder, mais aussi le car sharing. On a vu certaines initiatives comme chez Volvo en Scandinavie où il y a un quartier qui se partage une voiture ou deux voitures et ensuite ils ont un agenda dans lequel ils peuvent mettre, là c'est moi qui vais utiliser la voiture à ce moment-là. Donc voilà, on a plusieurs niveaux à la fois là, et on voit des offres évidemment se développer dans toutes les grandes villes françaises du type Ubico, etc., qui donnent accès à des voitures de manière très facile. Voilà, on a plusieurs niveaux et c'est repenser son business model et se dire, est-ce que je vends des voitures ou est-ce que je donne accès à un moyen de transport et qui va permettre à une personne d'aller d'un point A à un point B de la bonne manière. Et enfin, la dernière question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut repenser son cycle? Donc son cycle de production, son cycle de fabrication, son cycle de consommation, donc son cycle au global. C'est quelque chose qui est passionnant et qui est vraiment en plein boom, qui est toute cette tendance de l'économie circulaire, de se dire, est-ce que mon produit, tel qu'il est fabriqué et consommé, est-ce que je peux réfléchir à tout ce cycle-là et voir comment est-ce que je peux utiliser les déchets, les produits, les matières brutes, etc., pour essayer de transformer ça et de le rendre plus circulaire. On a ici évidemment l'exemple de Back Market qui s'est positionné, ça aussi c'est une entreprise qui va très bien d'un point de vue business, sur du reconditionnement de téléphones et de repasser en cycle ces téléphones-là
et de recréer en fait une nouvelle vie à ces téléphones-là. C'est évidemment quelque chose, une réflexion qui existe beaucoup dans l'industrie depuis un certain moment, c'est de se dire comment est-ce que mes déchets industriels peuvent servir une autre industrie, et on peut créer un espèce de cycle comme ça, vertueux, où on réduit au final les déchets, puisqu'on aura pensé ensemble, avec des gens qui ne devaient pas normalement bosser avec nous, on a pensé ensemble à comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et accompagner les consommateurs à se dire, OK, ce que je consomme là rentre dans un cycle plus vertueux, plus intéressant, qui va me permettre de réduire tous mes déchets. Il est midi 35, Seb. Pardon? Il est midi 35. Je me permets de faire timekeeper. Merci, Hélène. Je te sens passionné, mais il est midi 35. C'est effectivement passionnant, mais du coup, j'irai un petit peu plus vite. La troisième manière de consommer, c'est effectivement de consommer local. Et ce qui est important dans ce mot local, c'est qu'il cache beaucoup une dimension psychologique, en fait. C'est-à-dire, et on le vit très fort en ce moment, et c'est pour ça qu'en ce moment aussi, le local explose autant. C'est évidemment, on a une volonté de consommer, je dirais, dans un environnement que l'on voit, que l'on perçoit. Et ça a un rapport aussi au contrôle, et au contrôle de ce que je consomme, au contrôle de ce qui va effectivement, ce qui va être ingéré, ce que je vais utiliser, ce que je vais utiliser au quotidien, le contrôle aussi de à qui je vais donner, et le contrôle en fait des valeurs qui vont être transmises. Donc le local, ce n'est pas qu'une question de maraîcher bio qui est en circuit court. Le local, en fait, ça fait appel à quelque chose qui est très important pour nous en ce moment, qui est un de nos points d'angulaire stratégiques, qui est de se dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de ressentir un petit peu leur dimension tribale, de se dire qu'on est dans une tribu. Et la tribu, elle est intéressante à double sens, puisque c'est se sentir appartenir à un groupement qui partage ces mêmes valeurs-là, mais c'est aussi avoir un certain contrôle sur les gens qui rentrent dans cet environnement-là. Et cette dynamique est beaucoup plus intéressante pour vous, Marc, évidemment, puisque c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on va vouloir travailler. Aujourd'hui, c'est illustré par ces chiffres-là. 73% des Français pensent que le bio français est meilleur que le bio importé. Je ne vous parle pas seulement des bio en pays en voie de développement. Je vous parle de bio même allemand, anglais, espagnol, etc. Il y a cette sensation que le bio français, il est plus contrôlé, on connaît... c'est notre législation, etc., etc. Donc, il est forcément meilleur. 86% des Français considèrent qu'acheter en circuit court est efficace pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, ça, ils ont conscience qu'on est en circuit court, sachant que là, ça illustre aussi cette espèce de mélange de se dire si c'est bio, si c'est local, c'est forcément meilleur pour l'écologie, sachant que ça a été prouvé que d'acheter un avocat qui vient du Mexique, ça a moins d'impact sur le réchauffement climatique que d'acheter de la viande de bœuf qui vient de votre région. Je ne rentre pas dans tous les détails d'émanation de méthane, etc. des vaches, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même cette idée que si c'est proche de moi, c'est forcément meilleur parce que ça fait partie de ma tribu, parce que ça fait partie de moi. Et en fait, ce qu'on vous propose, effectivement, en tant que marque, c'est d'essayer d'appartenir à la tribu, d'essayer de rentrer dans cette tribu. Et pour rentrer dans cette tribu, dans un contexte en plus difficile, puisqu'on est tous un petit peu à distance, il y a 4 questions à se poser aussi. C'est comment je peux créer ou intégrer des rituels existants. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à associer son produit ou son service à un rituel déjà existant des consommateurs. Et ça, c'est passionnant parce qu'il va falloir que vous rentriez vraiment dans la tribu de vos consommateurs et comprendre qu'est-ce qui leur semble important comme rituel, puisque le rituel est un des objets essentiels de la tribu. On a vu ici, ça c'est une illustration parmi d'autres, sur cette campagne de Uber, qui en fait a pris parti lorsqu'ils ont eu besoin de communiquer, de se dire, plutôt que de parler de nos services, plutôt que de parler encore des moyens de paiement faciles, etc., on va essayer d'adopter en fait cette campagne en se disant, c'est quoi les rituels de sortie, les rituels dans lesquels nous, en tant qu'Uber, on peut s'intégrer. Donc ils ont fait voilà, toute une série de visuels, avec un jeu de mots évidemment autour d'Uber, mais qui s'appuie tout le temps sur les manières, les façons dont les gens ont de sortir et d'utiliser Uber. La deuxième question, c'est effectivement comment est-ce que je peux créer des nouveaux lieux de contact. C'est quelque chose que à la fois, et je vous donne un exemple ici Ikea, mais qu'un Decathlon aussi, ou qu'un Leroy Merlin, lorsqu'ils créent leurs ateliers en ville, ont compris. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à revenir un petit peu au contact des gens dans leur quartier et créer des lieux de contact dans leur quartier. Donc on a Ikea qui a ouvert à Madeleine, qui est ce magasin qui est
au final proches des gens. On a Decathlon qui a fait pareil avec Saint-Germain, etc., qui font des mini Decathlon qui permettent aux gens d'intégrer en fait cette habitude de consommer, d'aller chez Ikea, d'aller acheter des choses chez Decathlon dans le quotidien des gens. Je vous parlais de Leroy Merlin qui effectivement développe des ateliers et il y en a plein d'autres. Hein, il y a plein d'autres exemples là-dessus. Évidemment, on ne peut pas être tout le temps physiquement proche. Donc, comment est-ce qu'on peut être virtuellement proche? Et ça, c'est d'autant plus important et d'autant plus intéressant qu'il y a des nouveaux usages, et on en est la preuve vivante autour de tout ce qui est la vidéoconf, etc., qui se développe. Comment est-ce qu'on peut avoir des prises de parole digitales et communautaires dans le cadre du quotidien? Là, c'est un exemple de Chanel qui s'est dit, ben voilà, en temps de confinement, sachant que ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'il ne faut pas faire attention à soi. On va proposer à nos clientes ben voilà, des cours, des conférences sur comment est-ce qu'on peut mieux se maquiller. Donc, vous voyez, ce n'est pas des vidéos qu'on met a posteriori et qu'on médiatise sur YouTube, etc. C'est carrément des moments de connexion avec les gens où on se dit, ben, venez avec nous, on va se connecter et on va ensemble parler de encore vos habitudes au quotidien et on va travailler ensemble. Et la quatrième manière, et la quatrième question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut, soi-même en tant que marque, créer des tribus? C'est des choses que, par exemple, Red Bull sait très bien faire. Ils arrivent à créer des tribus autour de leur marque. Là, c'est un autre exemple, c'est Marmite. Marmite, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai vécu quelques années en Angleterre, et c'est une espèce de pâte à tartiner à base de levure qui a un goût un peu salé, un peu acide, un peu bizarre, et qui effectivement est très clivante. Et donc Marmite a créé en fait toute sa communication de marque depuis quelques années maintenant, et ça s'en est un exemple, sur justement créer en fait ce côté clivant et se dire il y a des gens qui n'aiment pas du tout, et il y a soit vous détestez, soit vous adorez. Il n'y a rien entre deux, et ils créent toute leur communication là-dessus. Ça, c'est une des campagnes qui proposait en fait de faire un test ADN pour déterminer si vous étiez Marmite friendly ou pas. Et donc, ils créent comme ça toute une tribu autour de la marque. Et ça, c'est encore intéressant. Si vous arrivez à créer cette tribu-là, à la limite, vous avez vraiment la maîtrise de la tribu de A à Z. Et ça peut être très intéressant, effectivement, pour créer cette proximité. La quatrième manière de consommer nouvelle et qui se développe énormément, c'est effectivement qu'on a appelé « je consomme ce que je vois », qui en fait, et c'est très bien illustré dans cette image-là, c'est que les gens, voilà, ils vont plus faire confiance uniquement aux communications ou à ce que les gens disent, etc., pour qualifier, pour catégoriser les marques qu'ils vont acheter. Et ils vont aujourd'hui aller chercher des preuves avec des outils, avec des recherches, et ça de plus en plus. 73% des Français indiquent que la traçabilité des produits est importante dans le choix d'un produit. La traçabilité, ce n'est pas seulement d'où ça vient, c'est aussi comment ça a été fabriqué, évidemment. Donc, ils veulent comprendre, en fait, comment, qui a fabriqué, à quel endroit, avec quel cahier des charges, etc. Les gens veulent de plus en plus comprendre comment sont faites les choses qu'ils achètent et qu'ils consomment. 71% sont prêts à payer plus pour ce service, pour comprendre juste comment les choses sont faites. Et, alors ça c'est un chiffre qui ne vous étonnera pas puisqu'on se le dit depuis un moment avec Internet, mais 75% font des recherches avant achat, sachant qu'elles sont de plus en plus par contre expertes, précises et poussées. Et ils ont de plus en plus de toute façon d'outils à disposition pour le faire. Ça c'est le dernier chiffre qui est quand même énorme. Vous voyez ici à l'écran donc une application et vous avez entendu parler évidemment de Yuka. Il faut savoir qu'aujourd'hui 35% des Français ont déjà utilisé des applications mobiles d'évaluation, donc comme Yuka, produits pendant l'achat. Donc, ce n'est pas des recherches juste avant achat ou après achat pour mieux s'informer, c'est pendant l'achat, pendant qu'ils sont en achat, et ça vaut pour les produits de grande consommation, évidemment, mais c'est aussi des choses qu'ils font quand ils vont acheter des vêtements, quand ils vont acheter une voiture, quand ils vont acheter plein de choses. Ils évaluent et ils essayent de comprendre mieux pour pouvoir se donner encore les moyens de mieux choisir. Parce qu'on y revient, c'était le propos du début. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? C'est quelque chose qui peut être déstabilisant, puisqu'on vient un petit peu venir soulever un peu le rideau et essayer de voir ce que vous aviez et ce que vous saviez. Mais il faut prendre les devants. Il faut prendre les devants de plusieurs manières. La première chose, c'est de se dire comment je peux être proactif. Donc oui, d'accord, les Yuka et les autres, ils viennent un peu bousculer les choses, mais ne les mettez pas à distance, au contraire. Rentrez dedans, essayez de comprendre comment ces outils-là fonctionnent, mettez une task force qui permet de comprendre comment vous pouvez intégrer aussi ces produits lorsque vous faites
des lancements produits, comment est-ce que vous pouvez créer des produits qui vont devenir Yucca-friendly, en fait, et qui vont s'associer, qui vont, à minima, s'aligner, être accompagnés, en fait, de tous ces nouveaux outils. Nous, on a des clients qui pensent déjà, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire ça. Ça c'est une manière d'être transparent, en fait, face aux outils de l'extérieur. Et la deuxième manière, c'est de carrément être précurseur. Être précurseur, c'est d'intégrer ces moyens-là de transparence en interne. Se dire comment est-ce qu'on peut être soi-même plus transparent. Fleury Michon l'a fait, ils ont axé pas mal de leur communication, mais aussi de leurs actions autour de ça, de se dire comment est-ce qu'on peut être plus transparent. Il y en a plein d'autres, Blédina avec les parents témoins, etc. C'est des marques qui montrent cette transparence-là. On sait qu'il y a des gens qui font, et je vous invite, si vous ne le faites pas, vraiment à vous poser, vous dire comment est-ce que nous, en interne, on peut aussi créer nos propres outils pour montrer cette transparence-là. La troisième manière, c'est effectivement, s'il faut montrer ce que vous avez, n'hésitez pas à être plus simple, d'aller vers plus de simplicité des ingrédients. C'est quelque chose qui marche très très bien avec les consommateurs, ça a été prouvé aussi par les études qu'on a faites. C'est-à-dire, les gens sont... Imaginez qu'ils doivent choisir un produit versus un autre. Le produit qui est le plus simple, c'est ceux qui vont le mieux comprendre. Donc, aller vers plus de simplicité, c'est important. Des ingrédients, du process, de la fabrication, l'ère des procédés compliqués qui vont vous convaincre, c'est passé. Maintenant, les gens veulent revenir à quelque chose de simple, et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la communication d'Innocent, qui disent en gros, nous, c'est que du fruit, et puis c'est tout. Quitte à pousser la chose jusqu'à se poser la question de comment je peux être essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important que je mette dans mon produit ou que je montre de mon produit, comment arriver à l'essentialité de votre produit qui va vous permettre de jouer sur tous les fronts, c'est-à-dire d'avoir moins de problèmes sur la santé, sur la responsabilité, mais aussi de montrer clairement quel est votre USP en fait produit, et dire voilà, nous, c'est pour ça qu'on existe et c'est ça qu'on vous donne, et ne pas avoir peur de se dire l'essentiel de mon produit, il est là-dedans, plutôt que d'essayer de répondre à tous les leviers et à tous les points de tension. On a effectivement, là, c'est l'exemple de la marque en moins, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils ont... Alors c'est ironique parce que ça reste une marque, évidemment, et il y a quand même une identité de marque dans l'absolu, mais ils ont essayé d'enlever le plus possible et de juste dire, voilà, ça c'est le vaisselle-main, ça c'est l'éponge, ça c'est une salle de bain, il y a la marque en moins, vous achetez vraiment que l'essentiel du produit, l'essentiel qu'on vous propose. Le cinquième, qui est aussi une dimension qui se développe très rapidement, c'est, on pourrait l'appeler le do-it-yourself, c'est-à-dire les gens consomment ce qu'ils font. Et ça, je vous rapporte aussi à ce que je vous disais sur le local. Évidemment, il y a une côté satisfaction de faire les choses soi-même, mais au-delà de la satisfaction juste d'avoir utilisé ses mains, c'est aussi la satisfaction du contrôle. De contrôler ce qu'on mange, de contrôler ce qu'on utilise, de contrôler ce qu'on fait, et de contrôler au final ce qu'on consomme. Et il y a vraiment cette volonté, en fait, de faire par soi-même pour pouvoir regagner le contrôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des Français pratiquent au moins une activité manuelle relevant du do-it-yourself de manière régulière. Je ne vous dis pas une fois par an. C'est-à-dire, après, ils choisissent, en général, ils ne font pas tout, ils choisissent un truc et ils le font souvent. Et c'est là-dessus qu'ils s'attachent, en fait, à faire le do-it-yourself. Ça concerne tout. Le bricolage, évidemment, faire son potager, donc faire ses propres aliments de consommation, ses objets, ses mobiliers, l'entretien de ses véhicules, le pain. Il y a un Français sur 5 qui fait du pain, ce qui est quand même assez délirant. Les vêtements, les produits d'entretien et cosmétiques et savons. Ces deux derniers, d'ailleurs, c'est parmi les plus grosses croissances. Ça reste encore petit, mais ça explose en termes de croissance sur le do-it-yourself. Et quand on demande aux Français pourquoi ils le font, il y a ces raisons-là principales. C'est le plaisir de faire soi-même, de réduire les dépenses, de contrôler encore et d'être en autonomie. Et ce mot-là, il est très important, c'est que les gens ont plutôt envie, quand ils ont des doutes ou quand ils... Voilà, on se parlait les chiffres du début on attend beaucoup des marques et on n'est pas sûr qu'elles font vraiment le job. Mais cette autonomie-là, elle est recherchée par les consommateurs. Et nous, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous dit et ce qu'on vous conseille, c'est de les laisser faire, en fait. Il faut vraiment laisser faire ces gens-là et laisser investir tout cet univers-là. Et encore 4 questions à vous poser. C'est comment est-ce que vous pouvez en fait les laisser s'approprier l'expérience de votre produit. Là, on a Ikea, et limite Ikea poussé même jusqu'à la crise du Covid avec le confinement, mais il faut savoir que dans le modèle d'expérience Ikea,
ça inclut la manipulation du produit par le consommateur. Et ça, c'est très important. Vous aurez toujours des gens qui vont vous dire « Ah là là, construire un meuble Ikea, c'est un peu pénible. » Mais en fait, ils vous en parlent quand même et ils vous montrent quand même le résultat. Et il faut savoir qu'avant Ikea, ce n'était pas usuel que vous puissiez construire un meuble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui transforme la manière de consommer en fait un meuble. Donc, d'un coup, on a un acteur Ikea et qui fait aussi pour des raisons de cost reduction, de logistique, etc. Effectivement, si c'est le consommateur qui construit le meuble, ben, Ikea n'a pas à le faire. Mais aussi, ça fait partie du modèle d'expérience. Et de se dire que voilà, ben, on propose à nos clients de eux-mêmes construire le produit. Je vous disais qu'ils l'avaient poussé en confinement, puisqu'ils ont fait effectivement cette campagne-là, qui est ben, comment est-ce qu'on crée des cabanes pour les enfants avec nos produits, évidemment, pendant le confinement. Et donc, voilà, c'était la petite touche d'humour pour accompagner le confinement. La deuxième, c'est à quel point vous pouvez les laisser choisir, en fait. Et à quel point vous pouvez vous dire qu'ils ont une place de coopération, de collaboration, de co-création avec vous sur votre produit. C'est ce qu'a fait par exemple Lego. Lego a mis à contribution il y a quelques années de ça sa fanbase pour décider des prochaines grandes sorties d'objets. Et il y a une des personnes qui a gagné en proposant la maison Simpson, ça a été un carton. Ça a été le carton de l'année pour Lego en termes de vente. Et ça a été proposé par un consommateur fan. Il faut aussi laisser, et ça c'est la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut laisser, à quel point on peut laisser les gens expérimenter avec nos produits, avec notre expérience de consommation. C'est quelque chose qui est difficile parce qu'on a plutôt tendance à vouloir garder ça et se dire qu'on doit préserver ou qu'on doit vraiment protéger notre marque, nos produits, notre expérience de marque. Il faut savoir qu'il y a parmi les plus belles innovations de l'histoire des marques qui sont venues juste parce qu'on a laissé expérimenter les gens. Play-Doh, que vous avez à l'écran, c'est de la pâte à modeler, mais à la base, c'était une éponge pour nettoyer les murs. Et en fait, ils ont rendu compte qu'à un moment, il y avait des enfants dans les crèches qui les utilisaient pour faire des décorations de Noël et des trucs comme ça. Ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ils sont passés de challenger sur un marché du nettoyage à leader absolu et indétrônable aujourd'hui de la pâte à modeler. Il y a plein d'autres exemples. Post-it, qui effectivement est venu d'une colle qui ne collait pas. Et ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ils ont fait le post-it. Mythique, qui à la base était un Amazon, donc qui était censé une plateforme, une marketplace pour les gens gays. Et ils se sont rendus compte que les gens, en fait, ils étaient moins intéressés par parler que par se connecter. Et ils ont transformé ça en Mythique. Il y a plein de choses aussi moins engageantes sur la totalité du business model. Un Mac mini qui sort en mode, c'est un petit ordinateur. En fait, Apple se rend compte que les gens l'utilisent plutôt comme media player dans le salon. Et hop, ils transforment le Mac mini, ils rajoutent une prise HDMI. Des smartphones, évidemment, qui ont évolué en fonction de l'usage que les gens en font. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous trouvez encore que votre smartphone, quand vous appelez au téléphone quelqu'un, c'est pas terrible, c'est parce qu'ils ont pas mis l'investissement et le développement là-dessus. Ils se sont rendus compte que les gens utilisent de moins en moins. Par contre, la caméra, ça explose, ça devient de mieux en mieux. Toutes les applications qu'il y a autour du chat, etc., ça se fluidifie de plus en plus parce que ça suit l'usage. Voilà, il y a d'autres exemples, Crayola, etc., etc. Et le dernier, et on arrive enfin à ce dernier point, qui est cette dernière question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut les laisser faire aussi? C'est à quel point on peut en fait se dire qu'il y a une étape de notre fabrication qui peut être faite par ces gens-là et qu'on peut inclure en fait dans la propre fabrication. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. On a effectivement des ateliers en ville, je parlais tout à l'heure de Laura Merlin, on achète le produit, on laisse les gens faire sur place. On a les cours de do-it-yourself, c'est-à-dire qu'on a plein de startups qui se développent, qui ne vendent pas de la déco. Ils vous vendent le cours pour que vous fassiez vous-même la déco. Donc ça, c'est quand même génial parce que c'est vraiment 2 en 1. On a les kits à faire à la maison qui se développent dans la food, mais dans tout, dans les vêtements, etc. On vous envoie le truc en kit et c'est à vous de le faire. On pense à HelloFresh, évidemment, mais on voit ici, par exemple, que Carrefour s'y met carrément, dans certains points de vente, s'y est mis pour tester la chose. Donc, c'est comment est-ce qu'on donne des opportunités aux consommateurs de reprendre, en fait, le contrôle. Donc, voilà les 5 modes de consommation qu'on a voulu explorer et des pistes, en fait, de questionnement. Il faut se poser autour d'une table et se dire, pour chacun de ces différents leviers-là, qu'est-ce que nous, en tant que marque, on peut faire, comment est-ce qu'on est légitime et quels sont les terrains qu'on peut explorer pour le faire.
C'est des choses qu'on fait déjà avec quelques-uns de nos clients et ça amène à des discussions vraiment passionnantes parce que ça vient vraiment challenger la manière de vendre, la manière de produire, la manière de montrer, la manière de communiquer, etc. etc. Et de se dire, il y a des nouvelles pistes, il y a des nouvelles voies, en fait, qui peuvent venir et rejoindre toutes ces nouvelles voies de consommation que le consommateur a développées, en fait, pour répondre encore à ces nouvelles tensions. Et ça, c'est la dernière chose, et c'est par là que je voudrais conclure cette conférence. Quelque chose qui est très important pour nous aussi, c'est qu'en fait, il y a ce nouvel équilibre au panier. Quand je dis panier, c'est évidemment le panier large qui inclut presque la vie complète de consommation du consommateur. Cet équilibre-là, il est important de se dire que c'est une réalité chez le consommateur. Il est important de se dire aussi que ce n'est pas forcément une réalité absolue chez vous. Ce qui est important, en fait, c'est de se dire, comme cet équilibre il est fait au panier, il faut que vous puissiez trouver votre zone légitime et différenciante et de se dire, en fait, oui, moi, en tant que marque, je suis plutôt une marque qui a une forte relation à la satisfaction. Je suis une marque qui permet d'amener des moments de plaisir, par exemple. Et du coup, je ne serai pas forcément la marque qui va qui a libéré l'attention au niveau de la santé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Il faut essayer d'arrêter de jouer tous les jeux, en fait. Évidemment, il faut que vous puissiez répondre à des basiques, j'ai envie de dire, à des acquis, hein, des basiques en termes de responsabilité et de santé, puisque si vous avez des éléments, je vous donne un exemple extrême, mais des éléments cancérigènes dans votre produit, ça ne va pas passer. Et à un moment, ça va sortir et les gens vont le savoir, et ça, c'est juste quelque chose qui est rédhibitoire. Mais néanmoins, essayez pas forcément de toucher à tout, essayez de répondre à toutes les attentes. Ce qu'il faut répondre, c'est de trouver cette base-là et ensuite investir en fait l'espace qui vous semble le plus légitime et le plus différenciant pour vous et l'investir de manière intelligente, forte, avec ce que disait Hélène au début, en coopération, en collaboration avec les consommateurs, puisqu'on fait confiance à cette intelligence-là. L'important, c'est que vous puissiez aider au panier, en fait, vos consommateurs à résoudre leurs tensions. Ce n'est pas tellement que vous puissiez résoudre la tension du monde en entier et vous dire, OK, moi, je dois résoudre tous les problèmes du monde. Tout ça, en fait, on va le faire tous ensemble. On va le faire tous ensemble, j'ai envie de dire, avec les consommateurs, mais aussi cross-marque. C'est tout l'intérêt aussi de pouvoir se dire que votre marque peut être complémentaire d'une autre. Et lorsque vous êtes une entreprise multimarque, c'est de pouvoir aussi de se poser la question comment est-ce que mes différentes marques peuvent se croiser et peuvent aider en fait à atteindre cet équilibre-là. Bon, merci beaucoup de votre attention. Je crois que j'ai dépassé un tout petit peu. Oh, tu as dépassé d'un quart d'heure. Finalement, on a retrouvé le quart d'heure parisien. et j'ai une question de Valérie. Comment communiquer sur ces aspects de consommation responsable quand le cœur de la marque et du produit n'est pas si responsable et les capsules sont en plastique? Moi, j'ai deux pistes, si tu me permets, Sébastien. Ce qui compte, c'est de mettre le pied à l'étrier. Des alternatives au plastique, il en existe. Ce qu'il faut, c'est les explorer. Donc, effectivement, quand Sébastien disait que parfois ça bouscule aussi son propre business model et la façon qu'on a, nous, que vous avez, vous, de concevoir et de produire vos produits et votre offre, c'est sûr qu'il faut aussi faire de l'introspection, remettre les cartes sur la table, tout remettre à plat et essayer de voir comment les choses peuvent changer, évoluer. Les consommateurs, ce n'est pas noir ou blanc. Ils peuvent très bien comprendre qu'une marque du jour au lendemain se révolutionne pas. En revanche, ce qu'ils vont guetter quand même, c'est un signe d'évolution, un signe de changement. Donc ça, c'est un premier aspect. Aujourd'hui, vous, je ne sais pas ce que vous produisez, mais les capsules de votre produit sont en plastique. Bah, c'est peut-être communiquer sur, il y a peut-être un produit de la gamme, c'est en test ou en pilote, c'est une autre forme de contenant, c'est un test, et si ça marche, etc. etc. Et puis une deuxième réponse, ça peut être aussi de communiquer sur l'après, c'est-à-dire peut-être que vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir des capsules en plastique. Mais auquel cas, peut-être penser à un circuit de recyclage. Sébastien parlait tout à l'heure d'économie circulaire. On ne recycle pas des capsules vides, en tout cas au sens strict avec l'exemple de Back Market, mais voilà, toutes les logiques de recyclage, ça permet de montrer aussi que la conscience, on l'a en tant que marque et qu'on fait quelque chose pour faire avancer les choses et pour faire bouger les lignes. J'espère que ça répond à votre question.
Faire et s'engager dans le processus. Oui, Oui, je suis oui, assez d'accord avec ça. oui, on est complètement d'accord, parce que sinon, en fait, on n'a rien à communiquer. C'est-à-dire que c'est ce que je disais sur le greenwashing, aujourd'hui, ça ne passe plus, ça ne passe pas. Et du coup, c'est effectivement dans l'engagement et dans le faire, et il faut en parler ensuite. Mais s'engager et faire, ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'était 20 pistes, 20 voies à explorer pour s'engager et faire, en fait. 20 voies différentes sur, voilà, qui peuvent communiquer, pour le coup, directement dans le cœur et dans le cerveau des consommateurs et leur permettre de les aider, en fait, à résoudre la tension. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce losange-là, sur lequel on s'appuie beaucoup, et notamment pour certains de nos clients, il permet aussi de se mettre face à la réalité, en fait, et de se dire, OK, c'est où que je me situe, moi, en tant que produit, en tant que marque, et où est-ce que je me sens à l'aise et confortable de me situer, que quand le consommateur va arriver devant mon produit, il y aura effectivement cette connexion qui aura été créée où le consommateur se dira, ouais, d'accord, je sais, et ça peut être dans n'importe quel sens, hein, je sais que c'est plus cher, mais je le fais pour ça. Et je sais que c'est pas si bon pour la santé que ça, forcément, mais je le fais pour ça. Et oui, je sais que ça satisfait pas forcément mon besoin, c'est pas si bon gustativement, ou c'est pas le truc le plus écologique, etc. Mais c'est le meilleur pour ma santé, c'est le moins cher, etc., etc. C'est vraiment de se dire, c'est un dialogue, en fait. Et on est vraiment créé ce logeant-là, c'est vraiment l'idée du dialogue, et d'un dialogue honnête et ouvert avec le consommateur, qui aujourd'hui est nécessaire pour l'accompagner dans ses choix de consommation. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être ouvert et honnête à travers ce losange-là avec les consommateurs. C'est vrai que quand vous parlez de s'engager dans le processus, dans votre question, Isa, c'est vrai que voilà, ça nécessite de se dire en tant que marque et en tant qu'entreprise, on y va et on met tout à plat. On réfléchit entièrement à notre business model de fond en comble, parce que nécessairement, ça ne peut pas être que de la cosmétique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il est tard, pour le coup, il est 13h02. On en a déjà perdu quelques-uns. C'est normal, les aléas de l'agenda. En tout cas, on a été ravis de partager ce moment avec vous. J'espère que merci, bravo. J'espère que ça vous aura inspiré. Merci. Pour ma part, je voudrais remercier Sébastien et les équipes de l'agence qui ont travaillé sur cette étude, que je trouve particulièrement inspirante et que j'étais fière d'introduire. Voilà. Donc, merci à tous. On vous souhaite, Sébastien et moi, une bonne journée ensoleillée. Et puis, n'hésitez pas si vous avez envie de remettre des choses à plat et envie de travailler en collaboration avec des gens. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, et on répondra aux dernières questions qui viennent d'arriver, évidemment. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'en parler. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.